no fake. Sois sûr que transition. le fonctionne. Transition. Ah, ah. Let's go. Hello, tout le monde. J'espère que vous allez bien. No fake. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que le peuple m'entend? Ah, le peuple t'entend très bien. Le peuple t'entend très bien. Le peuple t'entend très bien. Mais pour l'instant, voilà. Non, c'est bon. Le gars s'est cru en concert, donc je vais arrêter. Le gars, il s'est cru au concert Oui, voilà. de Rihanna, là. Voilà. Mon gars. Ah, d'ailleurs, Rihanna, si jamais tu veux refaire une tournée des stades, nous on sera tes premiers fans à acheter ta place. Hein, donc, On t'aime, je tiens à Rihanna. le dire. On t'aime, Mais Rihanna. en tout Mais cas, par contre, Rihanna, petit aparté, Rihanna, dis à ton gars là, qu'il faut qu'il arrête ses conneries. Là, parce que là, les se déguiser en lapin de Pâques, là, ou je sais pas quoi, faire des clips de rap en déguisant en lapin, là. Frère, il s'est cru où, là? Il s'est cru. Wesh. No fake, il est révolté. No fake, Non, il mais est révolté. on dirait il fait le goûter d'anniversaire d'un petit, là. Mais- D'un petit du quartier, frère. C'est normal, il a des enfants maintenant. Mais il a des Petit enfants, mais il Webber. veut faire du rap. Fais une comptine pour enfants, fais pas du rap, frère. Non, mais laisse le gars, il avait envie de s'éclater. Oh, Mais bon, c'est pas le Tu veux, sujet vas-y, parce que. on va, après on mettra, vas-y, un jour on en parlera. Mais bref, c'est pas le sujet. Ah, on en parlera, mais en tout cas, si on se réunit ce soir, nos fakes, c'est déjà dans un premier temps pour saluer nos viewers, pardon. Merci d'être là. J'espère que vous allez tous bien. Et ce soir, comme No Fake l'a dit, bien qu'il s'est trompé hein, dans le nom du concept, étant donné qu'il a dit pop and culture, mais même si on parle culture, c'est pop and talk parce que on parle avant tout. On se retrouve ce soir pour parler de Signers, donc le film de Ryan Coogler qui est actuellement en salle avec Michael B. Jordan, le fameux film musical, le fameux film de vampire un peu horrifique. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Quels sont les niveaux de lecture? Qu'est-ce que ça pourrait changer à Hollywood? On va parler de tout ça, on va débriefer parce que ici c'est Pop and Talk, PNT pour les intimes. Et il était important pour nous hein, d'en parler parce qu'on aurait pu faire une vidéo. On a énormément de choses à se dire, mais avant tout, No Fake, la première chose que je vais te demander, comment tu vas? Mon gars, on est toujours là, t'as capté, tu vois. C'est boulot. Ouais. Et après, on se repose, on essaye de profiter de la vie. Là, en ce moment, il commence à faire soleil. Donc, c'est bien, tu vois. Quand il commence à faire soleil, ça veut dire qu'il y a du soleil. Il y a des sourires. Voilà. Les gens sont contents, les gens sont moins aigris. Et surtout, les gens se lavent. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Mais... Ok, d'accord, moi je sais pas. Après, problème, voilà, parce que les gens se lavent, parce que problème de transpi et compagnie. Donc, du coup, faites attention, les odeurs, c'est important, les gars, c'est important d'avoir des bonnes odeurs. Je sais pas ce que ce détail vient faire ici, mais bon, soit, en tout cas, content de voir que tu vas bien. Et surtout on va parler d'un film là qui fait quand même sensation, parce que faut quand même le dire, là, Signers, c'est aujourd'hui l'un, ou si je me trompe pas, le film le mieux noté de la décennie. Exactement. Ça va faire une semaine qu'il est sorti, il est en train de tout écraser. Qui a eu une note de 9,5 sur 10, je crois, 9,9 sur 10 sur le site, le gros site de vote américain. C'est Tomato, je crois, comment ça s'appelle? Ouais, Rotten Tomato, je crois que c'est Rotten Tomato, exactement. Et il 16%, et d'ailleurs, c'est un des films les mieux notés de Ryan Coogler sur tous les films de sa filmographie depuis le début des années 2010 en fait. Donc, il en a fait beaucoup d'ailleurs, Ryan Coogler, des films, parce qu'il me semble qu'il n'en a pas fait énormément. Il en a pas fait énormément, mais il a fait quand même des gros films parce que en gros, il a commencé avec des courts-métrages. Le premier étant Lox, sorti en 2009. Son premier court-métrage, c'était en 2016, c'était Fruitvale Station. Oui. C'est vraiment en 2015 que les gens ont commencé à le connaître parce qu'il y a eu Creed, le fameux Creed, donc, là, qui marque d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, l'une de ses premières collaborations avec Michael B. Jordan, dans Michael B. Jordan qui jouait Adonis Creed. En 2018, il y a eu le phénomène Black Panther. Exactement. En 2022, il y a eu sa suite Black Panther Wakanda Forever. Et là, en 2025, arrive Signers. Et il faut quand même souligner que Ryan Coogler, c'est pas qu'un réalisateur, c'est aussi un producteur, c'est aussi un scénariste. Et il a pas mal de distinctions sous palmarès. Et il avait même d'ailleurs été nommé aux Oscars pour Black Panther. Donc, exactement, nommé, 7 nominations aux Oscars, si je me souviens bien. Avec aux Oscars, donc, il me semble.
Bien 7 sûr. nominations, et à l'époque, en plus, c'était vraiment la grosse époque de Marvel, où il y a eu Ouais. 7 nominations pour Black Panther, et je crois 2 nominations pour Avengers Infinity War. Voilà. Ouais, donc c'était vraiment l'époque, le prime de Marvel, mais même au-delà de ça, Ryan Coogler, il a été reconnu comme l'un de ces pionniers d'Hollywood en termes de réalisation, en tout cas sur ces 10 dernières années, puisque il a quand même sorti des films à succès et puis il a quand même reçu pas mal de prix. Je pense notamment au Grand Prix du jury, au prix du public dans la catégorie film dramatique américain au Exactement. festival Sundance en 2013. C'était justement pour son premier long métrage Fruitvale Station, donc le prix Sundance, c'est quand même un prix qui est quand même très prestigieux. Mhm. Donc, Ryan Coogler, au-delà d'être un réalisateur de blockbuster, il a quand même ce pied dans le gros blockbuster hollywoodien, mais dans cette volonté aussi d'avoir une vision d'auteur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on lui a toujours reconnu. Et faut dire, Ryan Coogler, aujourd'hui, c'était pas n'importe qui à Hollywood. Donc, forcément, il était attendu au tournant pour ce film. Et en plus, il vient avec un de ses atouts qui est Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, avec qui il a collaboré sur Exactement, Creed, on peut le dire, son Panther. poulain. On peut le dire, son poulain. Oui, c'est clairement son poulain. Donc forcément, et surtout là où les gens étaient un peu surpris, c'est que Signer s'était teasé comme un film d'horreur. Et Ryan Coogler ne s'était jamais testé à ce genre-là juste avant ce film-là, parce qu'on l'avait vu dans des films On va en de reparler sport. parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur Oui, bien sûr. comment ça s'appelle, la La tournure signification, humoristique. c'est-à-dire le style de film que c'est. Parce Oui, que pour moi, ça mélange plein de styles. Après, on en parlera oui, plus précisément juste après. clairement. Clairement, on en parlera. Mais donc du coup, il faut dire qu'il était enfin, il était très attendu au tournant. Et même en termes de casting, au-delà de Michael B. Jordan, on retrouve aussi Hailey, pardon, Steinfeld. Je sais pas si je la prononce bien. Je Ouais, il crois me que je prononce semble que c'est ça, bien, ouais, ouais. mais Hailey Steinfeld, donc qu'on avait vu aussi dans Hawkeye, qui fait aussi la voix de Gwen dans les films Spider-Verse et qui est aussi chanteuse, puisqu'elle elle a d'abord été connue en tant que chanteuse avant d'être actrice. Mhm. Et donc c'était aussi une grosse tête. Et il y a aussi cette actrice, j'ai plus son nom en tête, mais qu'on a vu aussi dans la série Loki et qui est présente dans le film. D'ailleurs, vraie question. Wunmi Mosaku, C'est voilà. parce qu'en fait là, maintenant que tu le dis, en fait, j'avais pas remarqué en fait que c'était celle Ouais. qui joue dans Hawkeye et qui sera sûrement dans les prochains Marvel en tant que Young Avengers Young ou Avenger, donc la exactement. relève d'Hawkeye. Oui, Mais exactement. Mais je savais pas du tout. Et d'ailleurs, je savais pas du tout. Est-ce qu'elle a des origines afro? Parce que je sais pas si, étant donné qu'elle est peut-être claire de peau, je sais pas. Parce que il me là, on est non, c'est elle est purement américaine. Elle a grandi à Los Angeles, mais elle a pas d'origine. Non, d'origine elle a afro, pas elle a pas d'afro-descendance, hein. si, apparemment, elle est à moitié d'origine afro-américaine Exact. et Ouais, elle c'est ce a que je me aussi des disais. origines lointaines du Philippines. Ouais, c'est ce que je me disais. Elle a en tout cas je sais pas, elle Des a des traits traits de visage, elle a afro-américains. des traits de visage afro. On pourrait pas le Oui, croire quand on voit Hawkeye, mais c'est vrai que sur ce film-là, elle les a un peu plus mis en avant, je pense. C'est après oui. pour le symbole du film. Mais bref. Non, Il y a aussi elle, il y a aussi, comment s'appelle l'actrice là que. Bah, vas-y, continue de lire le casting. c'est Winnie Mosaku. Donc, si je dis pas de bêtises, qu'on a vu aussi dans Loki. Bah non, qu'on a vu dans Loki Exactement, aussi ouais. Bah, et c'est celle dans que je voulais Deadpool et parler. Wolverine. Actrice Excellent. nigériane d'ailleurs, et qui elle aussi fait partie de ces nouveaux espoirs à Hollywood finalement. Et c'est ça qui est cool Ouais, avec ce film, c'est que de ces nouvelles têtes là qui commencent à émerger. on a quand même beaucoup de nouveaux espoirs hollywoodiens dans ce film, parce que même si on a Michael B. Jordan qui depuis 10 ans s'est déjà installé, on a Hailey Steinfeld qui s'impose de plus en plus en tant qu'actrice, et Wunmi Mosaku notamment. Et je pense que c'est ceux Mhm. qu'on retient le plus. Mais généralement, je trouve que c'est une tendance que Ryan Coogler a, c'est que un peu à la manière de Christopher Nolan, il évolue beaucoup avec son équipe, parce que même au-delà du casting, là on voit qu'on retrouve Michael B. Jordan qui est son poulain. Il a aussi repris son compositeur phare, pardon, qui est Ludwig Göransson, Mhm. avec qui il avait travaillé sur Creed, avec qui il avait travaillé sur Black Panther.
Et ça me rappelle un peu cet aspect de paternité que peut avoir Christopher Nolan quand il fait ses films où il fait très souvent revenir les mêmes acteurs et puis les mêmes compositeurs. Et C'est ça, il aime bien s'entourer de sa propre équipe, voilà. il a son noyau. Après, quand même, dans Hollywood, c'est bien de faire ça, mais c'est vrai que quand même, dans Hollywood, il faut quand même un petit peu t'ouvrir. Mais c'est bien aussi, parce que certes, il prend aussi son cocon, mais aussi il s'ouvre à d'autres, parce que voilà, il intègre aussi d'autres Une acteurs base et une émergents. identité, c'est ça en Voilà, fait. Et il sait que quoi qu'il arrive, il pourra toujours s'exposer vers différents styles, vers exactement. différents horizons, vers différentes équipes, mais au moins il crée ce socle, il crée cette base sur C'est laquelle il ça, pourra revenir lorsqu'il aura envie de refaire des films qui vont rappeler les débuts de sa discographie, enfin sa exactement. filmographie, pardon. Et Vu que indirectement, il travaille pour le beaucoup avec discographie, les. Ouais, et indirectement, il travaille beaucoup, je trouve, avec les acteurs, surtout de l'univers Marvel. Comme oui, de l'univers l'actrice Marvel, de. et c'est quelqu'un qui met, il fait partie aussi de ces acteurs qui met énormément en avant la communauté noire aussi, parce que Exactement. Creed, on avait la vision de l'univers de Rocky à travers un Afro-Américain qui est Adonis Creed. Exactement. Même si non plus, même si bien qu'il y a certains codes même si certains codes vont te le rappeler, ils vont pas forcément jouer sur les origines afro-américaines d'Adonis. Mhm. Black Panther, c'est pareil, ben, c'était purement une ode à l'Afrique et à la communauté noire. Oui. Et là, pour le coup, ben, on se retrouve sur un film qui se déroule à l'époque de. Je vais pas te dire de bêtises, si c'est. Non, c'est à l'époque de la ségrégation. Ouais, Euh, 1930, dans les années 30 en tout cas. En tout voilà, cas, c'est la dans les période de années- la ségrégation qui a duré je pense, il me semble, durant l'époque de 1910. de la prohibition. Voilà. C'est ça, 1910 Oui, jusqu'à les années oui. 70, 80. Oui, donc voilà. Voilà. 70. C'est bien ton côté suisse qui ressort là. Oui, merde. Oui, oui, Non, mais ça, c'est très ouais, les années complet. Oui, 70. en tout cas, là, on se retrouve en tout cas on se retrouve avec Steiners, qui est donc un film qui se déroule pendant la ségrégation, Exactement. où, Vraiment, on est en plein dedans là. On est en plein dedans. où les Afro-Américains travaillaient encore dans les champs de coton, mais il y avait cette petite émancipation, bien que cette ségrégation était évidente, et il y avait toujours encore cette guerre de race entre les gens de couleur et, euh, les Blancs. Et Exactement. Enfin, les d'ailleurs, blancs et les voilà cette guerre oui, de race entre enfin, on peut pas oui, dire vraiment cette guerre de race, on peut plus dire cette discrimination oui, de ça dépend des communautés, des différentes communautés. À part les bien sûr. blanches qui étaient parce que voilà les blancs étaient au-dessus et derrière il y avait les Oui. latinos, les noirs et Et compagnie sinon, dans un film, à un moment, qui prenaient cher. on te parle aussi des Amérindiens Des asiatiques aussi, des et asiatiques. des Asiatiques aussi. Parce que Donc, les Asiatiques étaient mélangés à eux, hein, parce qu'on on se oui, rappelle bien pas, parce sûr. que maintenant, surtout à notre époque, les Asiatiques ont beaucoup, beaucoup de puissance mondialement, mais à l'époque, ils étaient extrêmement pauvres et considérés comme vraiment des communautés vraiment en dessous, quoi. Faut vraiment Oui, bien s'en sûr. rappeler. Et bah justement, aussi, c'est aussi à cette époque où il y avait des endroits, entre guillemets, des endroits qui justement marquaient cette séparation. Je pense notamment aux écoles, ou même au Exactement. cinéma, au bus, référence directe à Rosa Parks. Et Mhm. où justement, bah, même quand t'allais dans des toilettes publiques ou même des écoles, t'avais des écoles pour blancs, des écoles pour gens de couleur, des toilettes pour blancs, des toilettes pour personnes de couleur, donc c'était encore très présent. Et d'ailleurs, le film te le fait bien ressentir, mais de Mhm. manière assez subtile. Et là où je trouve que le film est vraiment fort et puissant, c'est qu'il va vraiment loin dans son propos sans pour autant offenser, mais en s'ouvrant à différents niveaux de lecture et parfois des niveaux de lecture qui s'avèrent tabous parce que on va énormément toucher à la religion. Et c'est là où je vois que finalement, même le côté horrifique et a été mené de manière super audacieuse dans le sens où, de base, je vais pas mentir, même si j'aime beaucoup Ryan Coogler et Michael B. Jordan, j'étais pas forcément le plus excité à l'idée Ouais. de voir ce film sortir, étant donné qu'on me l'avait un peu présenté comme un film de vampire horrifique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de base, moi, je suis pas très branché vampire, je suis pas très branché film d'horreur. Et pourtant, bah, en fait, je me rends compte qu'en regardant ce film-là, c'est qu'un détail et que le film va vraiment plus loin, notamment vis-à-vis du contexte historique dans lequel il se déroule en fait. Et c'est Exactement, exactement. d'ailleurs, et d'ailleurs, C'est là où Ryan ouais, Coogler est fort, en fait. C'est que le mec a oui, réussi, en fait, à faire un film, en fait,
tout en parlant de la communauté afro, en fait, en essayant pas, en fait, de nous faire passer pour des victimes, mais en essayant Oui, surtout de mettre en avant la culture, de mettre en avant vraiment exactement. le côté historique, et qu'en fait, qu'est-ce que la musique, en fait, avait d'important, en fait, dans cette époque-là. Nous, parce que justement, il a ramené quelque chose d'important, Ryan Coogler, avec ce film, c'est que au-delà d'être un moyen de célébration, la musique aussi, c'était aussi un atome d'espoir pour les Afro-Américains à cette époque-là, Exactement. et d'ailleurs pour beaucoup de communautés qui étaient opprimées, dans le sens où ces communautés qui étaient arrachées de tout et déshumanisées n'avaient que la musique pour que la musique auquel ils pouvaient se rattacher, étant donné qu'ils n'étaient reconnus nulle part. Ils étaient considérés nulle part, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve même dans les histoires de différentes communautés, Mhm. que tu ailles dans les Caraïbes ou même dans les pays orientaux, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Il y a beaucoup de similitudes. Et le fait d'avoir tourné ça sur différents points de vue, j'ai trouvé ça intelligent dans le sens où on te montre le point de vue de la personne qui voit en ce moyen un refuge, mais en même temps le point de vue d'une Mhm. personne qui a une autre attache comme celle de la religion. La Non, bien sûr, religion, bien sûr. à l'époque, voyait la musique d'un mauvais œil, parce que à cette époque-là, la musique était un peu vue par beaucoup de groupes religieux comme quelque chose de diabolique, quelque chose de satanique. Le fait de Exactement. Et chanter, d'autres en fait, disaient que voilà, c'était le moyen en fait de pouvoir exactement. exprimer nos louanges Oui, de manière religieuse, ce genre de choses. En fait, il y avait des pour des communautés, c'était l'ode à la joie, et pour d'autres, bah, c'était l'enfer en fait. Voilà. oui, voilà, c'est quelque chose de Et d'ailleurs blasphématoire. aussi très important ce que tu dis, parce que c'est surtout par rapport au début du film. Moi, j'ai aussi aimé en fait le concept en fait de qu'en fait du coup il mettait en avant des personnes en fait qui pouvaient parfois ramener des esprits. Et d'ailleurs c'est pour ça que après ça va se ramener dans le film. Ça va pas, ils vont pas mettre l'aspect sur le début, tu sais, les premières minutes du film. En Ils fait, vont c'est pas mettre Majohan. l'aspect sur le début. Parce que comme tu dis, le film commence par un conte. Et en fait, ce conte par lequel il commence, c'est là où j'ai trouvé très intéressant de le mettre au début. C'est que en fait, il est en lien avec une légende qui était bien réelle dans le sud des États-Unis, et notamment dans le Mississippi où se déroule le film, dans le sens où il y avait cette légende qui s'appelait, qui est d'un guitariste pardon, qui s'appelait Bluesman, enfin qu'on Ouais. surnommait Bluesman, et qui justement avait ce don pour la guitare hors du commun. Et justement, vu que c'est un don qu'il a acquéri tout seul, il y avait cette légende comme quoi, ben, justement, pour acquérir ce don, il aurait pactisé avec le diable Et d'ailleurs, c'est ce que d'un là où je voulais en carrefour venir. où se déroulait justement Mm. le commerce d'esclaves. Et Ouais. justement, ben, c'est là où je trouve que le film est super intelligent, dans le sens où ils ont réussi à transformer ce qui était une légende en quelque chose de horrifique, entre guillemets, fun, pour pouvoir justement faire comprendre de quelle manière était vue cette légende, Exactement. mais d'un point de vue grand public en fait. Exactement. Et ça, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis. Et aussi, en fait, et que du coup, il faisait aussi le rapprochement par rapport à ces personnes, en fait, tu vois, qui avaient un don au niveau de la voix et qui pouvaient révéler l'esprit, comme par exemple, il parlait, je crois, à un moment, quelque chose vraiment d'afro-descendant, donc surtout de Oui, la culture africaine, les griots. Je sais pas si tu oui, vois, clairement. voilà. Il Non, y a des comment ça s'appelle? les C'est pas codes les qui vont faire griots, c'est pas les griots, des. comment ça s'appelle? Bah après, Ces par personnes-là rapport qui au chantent. griot, on peut directement faire le lien dans Grillons, le sens voilà, où les grillons. griots racontaient, ne chantaient pas seulement, mais racontaient aussi des histoires. Et Exactement. des histoires, des légendes qui sont d'ailleurs le cœur même de ce film. Et c'est là où j'ai trouvé que le film était super intelligent, dans le sens où Mhm. on aurait pu s'attendre à seulement un film qui se contente seulement d'être un film d'action, avec Ouais. du sang, des vampires de partout. Mais en fait, le propos du film autour de ce côté, entre guillemets, horrifique, vampire, est super bien amené et super audacieux en fait. Exactement. J'ai vraiment apprécié le film parce que le film, en fait, il te transporte en deux parties. Et je pense que là où tu dis que le film est intelligent, c'est-à-dire que tout le monde va avoir son compte, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Exactement. je me disais à un moment, je vais te dire clairement, à un moment, je me suis dit, bon, je trouve qu'il y a des fois, ça tournait un petit peu en rond sur certaines Oui. scènes. Mais par contre, après,
directement, bah, en fait, ça te remet sur un truc. Quand je chantais, en fait, quand le moment du film où j'ai senti en fait que ça tournait en rond, c'est là où en fait ils ont basculé sur le côté un petit peu plus action, vampire, ou ce genre de choses. Et Et moi, j'ai apprécié cette bascule de se dire en fait, ils ont pas fait tout le film sur du vampire, ils ont pas fait tout le film sur du côté musical. Ils ont essayé de mélanger, il a mélangé le truc, et en faire plus, un peu le film en deux parties. Et ça, je ils, trouvais ça intéressant. et le film installe ses pions de la meilleure des manières aussi. C'est ça, c'est ça en fait. Le film installe ses pions de la meilleure des manières dans le sens où quand tu arrives au climax, tu te rends compte qu'en fait, chaque scène du film est importante, chaque scène du Exactement. film a un lien. Et justement, bah, en fait, c'est pas un film que tu peux regarder de manière décousue ou décomposée, comme certains films qui s'apprécient juste comme des films fun. Et c'est très bien, tu vois, c'est très bien, j'ai rien contre ces films-là. Mais en ce qui concerne Signers, c'est clairement un film qui demande attention, qui demande réflexion. Réflexion Et surtout. Réflexion. je pense même que ce film va au-delà d'être un simple film d'horreur, être un apprentissage dans le sens Oh. où les légendes du Mississippi, c'est quelque chose qu'on connaît peu et l'attrait de la musique au sein de la musique Oh. afro-américaine, c'est quelque chose qui n'était pas forcément vu de ce point de vue-là, parce qu'on parle souvent du gospel, on parle souvent de la Exactement. country, on parle souvent du blues, mais d'où viennent ces styles et comment et quelle place ont eu ces styles au sein de la communauté. Et c'est ça justement que le film tente de t'expliquer dans le sens où c'est quelque chose qui a été vu comme une accroche, comme quelque chose de bénéfique, qui Mhm. pouvait aussi bien faire ressortir le meilleur, et on le voit d'ailleurs à travers l'un des personnages principaux qui développe son talent pour le blues, mais aussi le Exactement. pire par rapport au réveil des esprits qui a été déclenché par le talent de ce personnage. Par son chant, qui est d'ailleurs une scène. Mais on en reparlera un peu plus tard parce que je pense que cette scène-là elle Oui. est trop importante pour qu'on en parle dès le début. Ouais, clairement, C'est trop un bon clairement, gâteau. C'est trop un bon gâteau pour en parler directement dès le début. Maintenant, clairement. voilà. Ça, c'est vraiment. On a vraiment. Maintenant, pour continuer en fait cette partie un peu sans spoil, euh, moi, ce que j'apprécie, bah voilà, moi je vais dire directement, voilà, moi je vais un petit peu noter. Moi, je trouve le point fort, en tout cas, de ce film, un des points forts, c'est Michael B. Jordan qui est absolument exceptionnel, je trouve, dans son rôle. Et C'est clairement l'un de ses meilleurs rôles, on peut le dire. pour moi, c'est son meilleur rôle. Pour moi, c'est son meilleur rôle au C'est- cinéma. c'est- Après, il y a des gens, ils diront que c'est Creed parce que voilà, il y a le Oui. côté truc et ça. Mais moi, j'ai trouvé qu'en fait là, sur ce film-là, étant donné en plus déjà qu'il doit jouer deux rôles, pour moi, je trouve qu'en fait, il est sorti un petit peu de sa zone de confort. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est-à-dire, moi, Et je il pensais a pas en joué. fait qu'il était capable de faire ce genre de difficulté et surtout de jouer des deux rôles aussi complexes. Parce qu'au niveau dans l'émotionnel et ça, faut vraiment être dans l'émotionnel. Et c'est vrai que Michael B. Jordan, on était habitué à le voir, Ah oui, voilà, dur. de bodybuilder, quelqu'un de dur, de bagarreur. Et pour le coup, c'est vrai Exactement. que là, on le retrouve face à un rôle complexe, face, comme tu dis, à un À rôle au. deux rôles complexes. Ouais, même des rôles complexes, des rôles dans lesquels on n'a pas l'habitude de voir, et que ce soit l'un ou l'autre, franchement, Michael B. Jordan s'est super bien débrouillé. Et pour le coup, c'est aussi le rôle où justement tu arrives à te détacher de Michael B. Jordan, dans le sens où tu as vraiment l'impression de voir un autre personnage, dans le sens où certes il y a eu Creed, certes il y a eu Killmonger où il s'est très bien débrouillé, mais tu savais que c'était Michael B. Jordan, et c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais là, je trouve que ce film va être vraiment une amorce dans sa carrière, où je pense Exactement. qu'à partir de là, on verra un Michael B. Jordan différent, un Michael B. Jordan qui va mûrir dans son jeu d'acteur. Et Et je on se pense que rend compte en aussi, fait il est complet. On se rend compte qu'il est complet, tu vois. c'est aussi une manière pour lui, je pense, de se détacher de cette image, dans le sens où, oui, oui, je suis vu comme serial lover d'Hollywood, ce beau gosse d'Hollywood. Et ok, ça c'est très bien, ça a fait ma popularité. Maintenant, j'ai envie de me détacher de ça et montrer que je suis un vrai acteur. Et d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, dans le sens où c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les acteurs de blockbusters sur cette décennie, parce qu'il y a Exactement. beaucoup d'acteurs qu'on a vus dans des blockbusters précédentes décennies qui se sont illustrés dans des rôles qui étaient plus ou moins similaires, des rôles qu'Hollywood a, entre guillemets, les a attribués sur l'aspect image publique. Ouais. Mais là, tu sens quitte à tu sens qu'ils sont dans une démarche de
ok, maintenant j'ai fait ma popularité, ok, maintenant Hollywood me connaît, maintenant il est temps de montrer à Hollywood ce que je suis capable de faire et les limites que je suis capable de dépasser. Exactement, exactement, exactement. Et c'est ce qu'on est en train de voir avec des acteurs comme notamment Michael B. Jordan. Et je pense que Outre Malambra. de là, justement, Michael B. Jordan peut même prétendre à se démocratiser dans le cinéma d'auteur en allant plus loin que le simple cinéma d'action. Il l'avait déjà fait, hein, il l'avait déjà fait sur un film qui était La Voix de la Justice. D'ailleurs, très Ouais, bon film où il joue le ouais, rôle ouais, ouais, d'un ouais, ouais. Américain qui est accusé à tort. Et je pense, en tout cas, j'ai hâte, juste après ce film, j'ai hâte de voir ce que Michael B. Jordan va nous proposer. Comment il va rebondir. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, voilà, moi, je voulais aussi te poser la question. Mis à part Michael B. Jordan qui nous a tous les deux mis d'accord, on va pas se mentir. Ouais. Quel acteur pour toi dans ce film-là t'a un peu surpris? C'est-à-dire surpris en bien. Celui en fait où tu t'attendais pas en fait à ce qu'il ait un rôle comme ça, qu'il joue bien. Enfin voilà. De côté positif, celui qui t'a marqué en gros, celui qui t'a plus tapé dans l'œil. Bah, pour moi, déjà, je vais aller, je vais aller au but directement. Pour moi, Buddy Guy dans le rôle de Preacher Boy, c'était clairement le rôle du film. Et pour moi, je l'ai même vu dans Mhm. le. Merci. Moi, je le voyais clairement comme le personnage principal du film. Parce que c'est vrai qu'on te présente Mhm. les personnages principaux comme étant Michael B. Jordan qui incarne ses jumeaux. Mais pour moi, Preacher Boy, a.k.a. Buddy Guy, est Exactement. clairement la révélation du film. Moi, pour moi, Et c'est voilà, comme tu l'as dit, pour moi, c'est celui qui a été forcément Michael B. Jordan, c'est celui qui a été plus mis en avant pour la promo, pour oui, tout ce voilà, qui est pour vendre le film. c'est la du Euh, film. mais pour moi, comme tu l'as dit, pour moi, l'acteur Ah non, pardon, principal. je me suis trompé, c'est Miles Keaton. Miles Keaton. Buddy Guy, c'est sa version âgée qu'on retrouve à la fin du film. Exactement, exactement. Donc, Miles bah oui, Miles Keaton Keaton, pour moi, c'est clairement son rôle de révélation et je pense que ce rôle-là ce rôle-là va lui va ouvrir vraiment les lui portes, hein. ouvrir les portes du Grand Hollywood dans le sens où non seulement il interprète un personnage d'une complexité comme on en a rarement vu, mais en plus il montre qu'il a un acteur complet qui est capable de jouer, capable de chanter, capable. En fait, il est capable d'interpréter toutes les facettes de ce qui fait un personnage humain finalement, dans le sens où tu te Exactement. reconnais dans sa tristesse, tu te reconnais dans ses combats internes, parce que forcément, il est tiraillé entre le fait de, euh, de plaire à son père, mais aussi de se rattacher à sa passion, qui est finalement la seule chose dans le contexte dans lequel il vit. Et justement, aussi de cette culpabilité par laquelle il est porté, notamment sur la dernière partie du film, par rapport à ce que sa musique déclenche, aussi bien le meilleur que le pire. Et pour moi, franchement, Miles Keaton qui est derrière en train de faire un succès étant donné que en train de faire un carton, pardon, étant donné qu'il est en train de faire des réinterprétations de sa fameuse musique de la fameuse scène dont tu parles, fait euh, des des euh, des, euh, des nouveaux jeunes espoirs d'Hollywood. Exactement. En tout cas, c'est vraiment la révélation de ce film. Moi, Vraiment. j'ai vraiment adoré son rôle parce que voilà, en fait, c'est un peu, je dirais, le gars, en fait, le gars qu'on a tous été dans la vingtaine. Tu vois, c'est-à-dire, on est là, on sait pas, on se pose des questions, tu vois, on se dit, qu'est-ce qu'on veut faire, tu Nos vois. vies changent et en même temps aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'adolescence, mais c'est vrai que l'adolescence, on a nos parents qui sont toujours là pour les épauler, mais dans la vingtaine, tu rends compte, finalement, tu es face aux problèmes que tu peux avoir dans l'adolescence, Exactement. mais d'une certaine manière, mais sauf que cette fois-ci, c'est toi face à tes responsabilités. T'as plus tes parents à tes côtés pour te dorloter ou te dire ce que tu dois faire, étant donné que tu es majeur et vacciné, tu es libre de tes droits. Et justement, Preacher Boy représente très bien cette complexité et Exactement. ce combat d'idéologie interne finalement. Et voilà, moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré son rôle. J'ai vraiment Oui. adoré le personnage. Le personnage, en fait, moi, je me Vraiment suis vraiment révélation. attaché au personnage. Donc, on est vraiment d'accord. C'est une masterclass. C'est sa Oui. première masterclass. J'espère qu'il y en aura encore d'autres. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'ai deux acteurs, en fait, que moi, j'ai apprécié aussi.
dans ce film-là. J'ai aimé le rôle de Umani, Masaku, c'est ça, hein, je crois. Celle qui joue Winnie Mosaku, ouais. Winnie Mosaku, voilà, qui joue dans Loki. Moi, je m'attendais absolument pas à ce qu'elle puisse faire un rôle quand même Oui. complexe comme ça, c'est-à-dire parce que voilà, elle joue un petit peu, tu sais, le rôle, tu sais, de la femme, tu sais, redoutée dans la communauté afro, dans la Oui. communauté afro qu'on a tous, tu vois, les trucs un peu, tu sais, qui touchent un peu à la sorcellerie, ce genre de choses et ça. Et moi, je m'attendais Et pas surtout, à ce qu'elle. ce côté un peu maman finalement qu'on retrouve Exactement. elle, limite lorsqu'on la voit, on a envie d'être un peu protégé par elle. On sent que c'est elle qui prend les devants. La plupart des grandes décisions du film sont dues à elle. Et Exactement. Beaucoup, ouais. Beaucoup. et enfin non, franchement, c'est vrai que elle s'est énormément démarquée. Après, j'irais pas forcément dire que c'est dans son jeu qu'elle m'a énormément marqué, mais plus par rapport à ce que son personnage représente. Ouais, c'est son Dans le personnage. Moi, c'est pour ça. Moi, son personnage Oui, m'a un peu surpris. Moi, je m'attendais pas à ce qu'elle puisse faire ce genre oui, de personnage. Après, c'est pas une actrice qui me choque par son jeu d'acteur. C'est pas ça que je veux dire. oui. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle puisse jouer ce genre Oui, de c'est rôle. Étant donné rôle qui- qu'on l'a connue nous dans Loki, parce que voilà, c'est quand même une actrice assez nichée. Parce que si t'as pas regardé ce genre, par exemple, le Loki, ce genre de choses et de ça, c'est pas l'actrice que tu vas avoir qui est bankable à la mort, quoi. Tu Mhm. vois, c'est donc franchement moi j'ai apprécié, j'ai beaucoup En fait, apprécié Jack. on va dire que même Sayers, pour être honnête, c'est son premier grand rôle dans lequel on la voit au cinéma, dans le sens où elle avait des rôles plutôt secondaires. Bon, on C'est l'a ça, toujours apprécié dans Dans Deadpool et Wolverine, elle a un rôle extrêmement secondaire, hein, faut dire la vérité. exactement. Et puis là, c'est pour le coup, c'est un de ses premiers rôles c'est un des premiers rôles, pardon, dans lesquels elle est mise en avant. Et franchement, je pense qu'en fait, ce film va être tellement déclencheur de beaucoup de choses à Hollywood, que ce soit par rapport au traitement du côté spirituel de l'histoire des États-Unis, que ce soit dans les carrières des acteurs qui Ouais. sont passés par là, parce que forcément. Au vu des rôles qui leur ont été attribués et au vu de Uhum. l'écriture de leurs personnages, leurs carrières ne seront plus jamais les mêmes après être passées Ah, ça c'est par sûr. un... Et par d'ailleurs, un- oui, je vais juste te couper. J'ai beaucoup aimé Oui, aussi Jack O'Connell parce que voilà, dans le oui, rôle du méchant, je trouve qu'il était vraiment très bon. très Moi, convaincant. j'ai vraiment apprécié. Et c'est que, en fait, un bon film aussi se fait à un bon antagoniste. Et faut Oui. lui, voilà, il a une mention honorable. Et franchement, faut le dire. Voilà. Et surtout que surtout que la manière dont est perçu ce méchant, enfin, ou du moins ce personnage, c'est c'est clairement une bonne métaphore du racisme systémique qui était présent à cette époque, dans Exactement. le sens où, ben, en fait, les personnes étaient identifiées étaient identifiées Que par qu'à leur couleur de peau. Et exactement. à cette époque-là, à cette époque-là, ben, en fonction de ta couleur de peau, on déterminait si tu étais quelqu'un de bon, quelqu'un de mauvais, alors que ça faisait pas tout. C'est Et on voit ça. que c'est ce qui s'est passé avec le personnage de Jack O'Connell, dans le sens où bah, cette personne-là était une personne qui était plutôt bien vue par la société, alors que finalement, c'était la personne qui semait la terreur dans cette société et qui était Exactement. déclencheur de la terreur qui a ensuite qui a ensuite perduré tout le long du film, en fait. C'est ça, parce qu'on l'a vu dans une scène bien particulière. On va éviter, bon, on va pas encore en parler parce que voilà, c'est la partie sans spoil, mais on a senti en fait vraiment dans cette partie-là que voilà, étant donné qu'en fait c'était une personne bah, blanche, en fait, du coup, il pouvait se mettre dans la poche certaines personnes. Et du coup, on le voit dans une certaine scène qui, en fait, tu vois en fait à quel point en fait il a réussi à berner ces personnes-là avec une Oui, bien sûr. facilité bah, déconcertante en fait. Tu vois. Alors que juste après, une personne a tenté à, à alors qu'une personne est passée juste après et a tenté De de, les de les a tenté de réveiller ces personnes qui se faisaient amadouer par lui. Et au final, ben, au final, ben, les victimes n'ont pas voulu écouter ce personnage amérindien qui a tenté de les réveiller au sujet de cette personne. Et au final, se sont fait avoir. Donc, il y a Exactement. vraiment cette métaphore du contrôle de faciès qui est malheureusement toujours Exactement. présent aujourd'hui, toujours.
toujours présent aujourd'hui dans les sociétés occidentales, Surtout aux qui États-Unis, beaucoup aux États-Unis, on va pas se mentir. et surtout aux États-Unis, qui a été représenté d'une manière hyper subtile dans cette scène-là. Exactement. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça vraiment, en tout cas, très intéressant. Maintenant, Ouais. on va passer, voilà, peut-être à la partie spoil, mais je dirais, je voudrais surtout d'abord faire un petit point négatif, point positif, avant de peut-être parler un peu plus en profondeur des parties spoil et compagnie. Voilà, moi, je veux avoir ton ressenti. Déjà, on va parler peut-être des points négatifs avant de parler des points positifs, parce que du coup, voilà, comme ça, on pourra rentrer un petit peu plus dans les scènes de film. Qu'est-ce que, pour toi, c'est vraiment quoi les points négatifs du film? Parce que forcément, il y en a, hein, un film parfait, ça Oui, bien n'existe sûr, pas. la Mais, perfection ne peut pas. Maintenant, en termes de points négatifs, je te mens pas que là, à chaud, je galère un peu à en trouver parce que c'est un film qui est vraiment très dense et qui ouais, possède énormément de niveaux de lecture, euh, dont je pense qu'il dont je pense qu'il nécessite une relecture juste après un premier visionnage. bien sûr, bien sûr. Maintenant, ce que je peux te dire comme ça de tête, c'est que je pense que pour le coup, la scène après le générique n'était pas forcément indispensable. Je pense que le film aurait pu se terminer. Elle était très bien, mais Ouais. je pense que le Tu veux film dire aurait la pu. scène avec la guitare, avec quand le guitariste devient plus vieux et que on revoit les. C'est ça que tu veux dire? Oui, voilà, cette Cette scène-là, je l'ai scène-là, pas ouais. trouvée Ouais, parce que là, forcément. c'est la scène sans, avec ça. Là, on parle avec spoil, hein, donc En voilà. fait, en fait, ça sent la scène qui finalement est là juste pour teaser une suite. Alors que forcément, est-ce que j'ai envie de voir une suite avec après ce que le film nous a proposé? Pas forcément dans le sens où c'est ce genre de one shot qui se suffit à lui-même et qui, avec le temps, peut se classer au rang de classique. Tu vois ce que je veux dire? Très honnêtement, je vois pas l'intérêt de faire une Oui. suite, mais tu sais très bien, Warner en ce moment, surtout, ils sont en hess, ils sont en galère. Les gars, non mais vraiment, tu le sais très bien, Bah, c'est vrai Warner, que ils sont en Warner, faillite en ce moment, c'est depuis la fin compliqué. d'Harry Potter, de toute façon, en ce moment, mais même depuis la fin d'Harry Potter et de la Ouais, depuis trilogie la fin Harry Twilight, Potter, c'est il compliqué. y a plus grand-chose. La seule chose qui est la seule chose qui a fait la différence et qui s'est démarqué sur ces 6 dernières années, c'est Joker. Et Joker on a vu et que puis aussi tous les films d'horreur qu'ils ont produits parce que faut le dire la oui, vérité, s'ils n'avaient pas produit autant de films d'horreur, ça aurait été compliqué parce que faut aussi se rappeler, faut aussi oui, que les Warner, gens sachent, c'est c'est que important les films que- d'horreur, c'est les films qui rapportent le plus à Hollywood. C'est ceux en fait où il y a toujours la plus grosse bascule de bénéfices parce que c'est des c'est films la- qui sont vraiment c'est pas des chers à films produire. intemporels. Ouais, c'est des films intemporels dont on se lasse jamais, que tu regardes un peu en Madeleine de Proust, quand tu as envie de te faire peur avec tes amis, quand c'est Halloween. Donc forcément, Exactement. c'est Il y a des toujours films que cette tu peux promo repasser. là, voilà. Oui. Et C'est des films c'est ça, hein. oui. C'est des films que tu peux repasser à n'importe quel moment et qui fonctionneront toujours autant. Et on l'a vu que capitaliser sur le succès d'un film en faisant une suite n'était pas forcément une bonne option. Par exemple, Absolument pas. Joker. ce qui s'est passé, oui, voilà, ce qui s'est passé il y a quelques mois avec Joker en est L'exemple, mais nous l'a clairement parfait. montré, Parfait. parce qu'au final, ils ont voulu énormément capitaliser, voire plus que capitaliser, dans le sens où ils ont fait une suite avec un budget beaucoup plus conséquent. Ils ont ramené Lady Mhm. Gaga, qui est une grande pop star et qui est aujourd'hui une actrice qui s'est hyper démocratisée à Hollywood, étant donné qu'elle est oscarisée. Et au final, Exactement. même ça n'a pas servi à perdurer le succès du premier. Donc, honnêtement, cette scène après le générique, elle me fait peur sur ce C'est niveau-là. ça. Ouais, Et j'avoue que pour le t'as raison. coup, Après, la ça a scène une en offre qui elle-même, moi mérite. j'aime beaucoup, mais c'est vrai que la scène post-générique, après, moi je sais qu'il y avait deux scènes. Moi, j'ai pas regardé la deuxième scène parce que je croyais que ça allait se finir, parce que pour moi, c'est pas une suite, donc je vois pas l'intérêt Oui, bien sûr. de mettre une scène supplémentaire. Mais Oui. c'est vrai que cette scène, il y a des scènes, c'est vrai que là où je vais rebondir sur ce que tu as dit, c'est je trouve qu'il y a des Mhm. scènes, surtout des scènes de dialogue, qui sont pour moi dans ce film-là un petit peu trop longues. C'est-à-dire, il y a des fois où il y avait des scènes où euh, il y avait l'aspect historique et compagnie, mais il y a des Oui. scènes, je trouve, qui sont trop longues et je pense qu'il aurait dû être un peu Ouais, raccourci. je vois de quelle scène tu parlais. Tu veux parler peut-être des scènes qui représentent un peu des moments de vie. Pour le coup, je suis d'accord avec toi dans le sens où certains Ouais. moments de vie n'étaient pas forcément Utile. nécessaires, dans le sens où
en allant directement dans le vif du sujet, ben, le film aurait pu garder son rythme parce que, ok, c'est bien d'avoir des moments de pause, c'est bien d'avoir des moments de dialogue, mais il faut que ces moments de pause, ces moments de dialogue emmènent un but et ne soient pas forcément là pour goinfrer l'intrigue, entre guillemets. Exactement, exactement. Il y a ce point-là, par exemple, pendant la scène, un peu la scène vampire et tout, il y a une scène où, genre, en mode, ils sont là, en train d'essayer de négocier pour leur dire, mais viens avec nous, viens. J'ai trouvé cette scène-là beaucoup trop longue. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant d'intrigues, autant de trucs, autant de dialogues, autant de je sais pas quoi, pour potentiellement comprendre ce qui va se passer après. Je pense que pour le coup, cette scène-là, elle m'a un peu fatigué parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'insister autant, même s'il y a voilà, ce côté un petit peu avec la musique et de ça et tout, qui est vraiment, voilà, qui te met dedans, mais quand même, je trouve il y a des fois où je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop long. Après, il y a aussi des trucs qui m'ont fortement dérangé, je pense que c'est peut-être un des plus gros points négatifs que, d'ailleurs, je l'avais pas dit sur mon Snap, un des points qui m'a vraiment dérangé, pour moi, et d'ailleurs, ça, c'est un constat que je fais global. C'est-à-dire, ce que je vais dire, c'est un constat global par rapport aux films, séries en général. C'est-à-dire que, pour moi, les scènes de sexe, pour moi, ça n'a aucun intérêt dans un film. Je suis d'accord. Je trouve que ça n'a. Enfin, autant la deuxième scène de sexe, tu vois, surtout quand en fait, elle devient un vampire et qu'en fait, elle le mord et de ça. Mort Michael B. Jordan. Je peux dire une anecdote par rapport à cette scène. En vrai, hein, moi franchement, bon, ok, je suis pas trop fan du gore, mais c'est pas quelque chose qui me fait quelque chose. Et bah, c'est pas quelque chose qui, quelque chose qui me fait quelque chose. Moi aussi, j'aime. Ouais, voilà. Bien. Il va me dégoûter au point où je vais avoir envie de vomir ou quoi. Maintenant, le moment où elle lève sa tête et où on voit, et d'ailleurs c'est pareil pour tous les vampires, hein, on voit toute la bave couler autour de leur bouche. Ouais. Mais ça, Seigneur, je te jure que ça me dégoûte plus que toutes les scènes de gore qu'on a eues dans le film. Oui, mais ça, c'est parce que c'est le côté vraiment dégueulasse, le côté animal. Et ça, moi, je trouve que c'était bien fait, par contre. Oui, non, mais moi, ça m'a vraiment dégoûté. Je te jure que je suis rentré chez moi après. En pensant à ça, j'avais plus envie de manger. Je n'avais plus envie de manger. Bah après, toi, peut-être que ça t'a un peu plus. Moi, ça m'a pas forcément plus marqué que ça. Mais non, quand je l'ai vu là avec la base, j'étais. Non, en vrai, de vrai, moi, ça m'a pas tant marqué que ça. Mais après, si ça t'a marqué, je peux comprendre. Mais, mais c'est vrai que, voilà, en tout cas, moi, c'est des scènes. C'est écœurant, c'est dégueulasse. Moi, je trouve que. Non, mais t'as raison. Mais la preuve, en fait, que la scène a été bien faite, parce que je pense que c'était fait pour ça. Et après, donc, la preuve que la scène est bien faite. C'est horrifique, parce que si vous voulez nous dégoûter, ils ont bien joué. Wesh, Marco, comment ça va, mon gars? Ouais, là, du coup, on débrief Signers. Du coup, qu'est-ce que je disais? Moi, en tout cas, moi, surtout la deuxième scène, moi je trouve qu'elle amène quand même une utilité parce qu'en fait, c'est la bascule en fait entre. Avec à la suite de l'intrigue. Exactement. Ça, à la limite, il y a une suite. Mais par contre, la scène où Michael B. Jordan est en train de ken l'autre, mais je ne vois pas l'intérêt de cette scène. En fait, ils auraient pu couper, ils auraient pu s'embrasser, ils auraient coupé la scène où vite fait ils se dessapent de ça et tout, et ça se serait arrêté là. On aurait compris ce qui s'était passé après. Oui. Et franchement, je trouve que ça aurait été beaucoup plus classe. Là, cette scène-là, je trouve, elle ne rapporte aucun intérêt. Moi, j'étais comme ça pendant la scène. Il y avait des gens à côté. J'étais comme ça devant la scène. Moi, j'étais gêné. Moi, c'est des trucs. Moi, c'est des trucs, ça me gêne. Parce que je me dis. Non, mais t'as capté. Moi, je trouve ça pas intéressant. En fait, si j'ai envie de regarder du cul, frère, je vais sur YouPorn en fait. Voilà, moi je tape X vidéo comme ça là, tu vois. Je tape X vidéo, frère, et moi je regarde ça sur X vidéo. Je ne vois pas l'intérêt de mettre ça dans un film, surtout de vampires, surtout cet aspect en plus de ça historique. Je trouve c'est too much en fait de ramener ça dans un film autant important, avec autant d'aspects. Enfin bref. Bah, ça bourre l'intrigue pour rien en fait. C'est ça bourre l'intrigue. Il y a mon pote là sur le chat, il dit Or, c'est le côté est trop bien. Non mais frère, faut lâcher ta quéquette mon gars. Frère, il est complètement fou ce petit. Là, le chat va se transformer en un chat
très spicy, très chelou. Donc, Mon gars, non mais lui faut pas, faut. détail. Là c'est le dernier message que je lis, hein. C'est le dernier message que je lis de ce gars, hein. Parce que lui, Oui. il va partir en couille là. C'est mon Ouais, correcteur. C'est mon correcteur de, hein. Voilà, MDR. mais MDR, c'est bon. mon correcteur, bien sûr. Mais bon, après, en ce qui concerne les points négatifs, pour être très honnête avec toi, j'en trouve très peu. Et Voilà, c'est ça. honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Parce que, comme je te l'ai dit, à un mode de base, je m'attendais vraiment à un film d'horreur comme on a l'habitude d'en voir. Et le fait de savoir que c'était un film d'horreur avec des vampires, ben déjà, j'étais pas forcément hyper chaud. Et Ouais. pourtant, le film m'a marqué en tout point. Et franchement, je serais même pas étonné dans le sens. Enfin, je serais même pas étonné si des gens soient perdus par le film et par ce qu'il veut raconter tant qu'il est complexe en fait. Ouais, c'est ça, il est complet de ouf. Mais attends, excuse-moi, je te coupe. Mais frère, l'autre, tu sais ce qu'il m'a mis dans mon chat, frère? Il m'a dit, les pieds à Polska, frère. Il a fait, les pieds à Polska, frère. Eh, franchement, Coco, batch. J'en peux plus de toi. Bon, et si on arrêtait de lire le chat? Non, mais. Frère, j'arrête, c'est bon, c'est bon. On en a pas besoin. Nous, on est là juste pour faire la critique d'un film. C'est ça. Bref. Bon. Oh, il est trop chiant, Donc, frère. en ce qui concerne les points négatifs, pour le coup, j'en trouve pas tellement. Moi, j'en trouve pas tellement, honnêtement. Ça fait peut-être peu objectif, mais pour le coup, j'en trouve pas vraiment. Mais en termes de points positifs, je pense qu'aussi on peut, au-delà du côté scénaristique, on peut parler aussi de la mise en scène, notamment au niveau de la prise d'image. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a fait polémique dans le sens où beaucoup de gens auraient voulu le voir dans de vraies conditions IMAX. Et ce que j'entends par là, c'est que pour beaucoup de gens, l'IMAX n'est pas encore exploité à sa juste valeur. Et ce film-là a été entièrement pensé pour l'IMAX, notamment pour les scènes qui sont pour nous déjà cultes, notamment cette scène à laquelle je pensais à No Fake. Ah, exactement, je pense très bien à cette scène. Mais je vais pas en parler tout de suite parce que cette scène-là est trop importante, je vais pas en parler tout de suite. Mais ce que le point positif que je dois donner à ce film-là, c'est la bande sonore. Mais quelle masterclass de l'ingé son. Ludwig Göransson, hein. Mais parlons de Ludwig Göransson. Là, No Fake, je vais te poser une vraie question. Est-ce que, pour toi, il y a énormément de bons compositeurs d'Hollywood? Parce que je pense notamment à Hans Zimmer, à Harry Gregson Williams, à Henry Jackman, à John Powell. On peut en citer tellement parce que les compositeurs hollywoodiens sont juste trop forts. Et même, même aussi Alexandre Desplat, qui est un Français, qui est de chez nous. Mais pour toi, dédicace à toi, Alexandre. On t'aime. Voilà, dédicace à toi, Alexandre Desplat, si tu passes par là, on pense fort à toi. Voilà, John Williams aussi, on peut mentionner John Williams, mais maintenant, est-ce que Ludwig Göransson peut être clairement positionné au rang des compositeurs les plus iconiques d'Hollywood, voire la relève de grands compositeurs comme Hans Zimmer? Parce que faut rappeler, hein, Ludwig Göransson, c'est Creed, c'est Black Panther, c'est Oppenheimer. Et en plus, c'est lui qu'on va retrouver dans le prochain film de Christopher Nolan, The Odyssey. J'attends trop ce film. À chaque fois que j'en parle, je suis excité. À chaque fois que j'en parle. Merci Coco pour ton sub, mon gars. Merci, mon gars. Mais franchement, quand on voit le travail qu'il fournit, même les recherches qui sont faites au niveau des instruments qui sont ramenés, au niveau des influences qui sont ramenées, franchement, je pense qu'on peut parler vraiment d'un compositeur qui est déjà culte. T'es pas d'accord, No Fake? Mec, je vais le dire maintenant, et je ne vais pas me répéter. Pour moi, ce gars-là est dans la catégorie GOAT. Moi, je le dis. Mais clairement. Ici et maintenant, écoutez bien ce que j'ai dit. Hein. Je ne le répéterai pas. Ce gars-là est à mettre au rang de GOAT. Mais tu veux le mettre à quel rang? Il y a que ce rang-là qui lui correspond. Black Panther. Les gars, Creed. Oppenheimer oscarisé. Bien sûr, Oppenheimer oscarisé, mais même Black Panther a été nommé. Enfin, il n'avait pas remporté cet Oscar-là, mais il avait été nommé. Et franchement, Côte d'Hollywood. De toute façon, on peut dire quoi de plus? Non, ce gars-là, la scène, et surtout, la scène. On y arrive. Là, je peux plus me retenir. Là, il faut que je parle de cette scène. Putain.
Faut que je parle de Pour cette vous, scène, pour putain. vous contextualiser, en gros, on va pas forcément vous expliquer comment et quand, mais en gros, on a une scène où justement l'aspect musical du film prend tout son sens, l'aspect historique de la musique prend tout son sens, puisqu'on est face à une scène qui représente différentes étapes de la musique noire et son Maintenant, voyage les à gars, je le travers. dis maintenant, les gars, je le dis Mais- maintenant, cette scène-là, c'est sûrement une des meilleures scènes que j'ai vues de toute l'histoire du cinéma. Je le dis clairement, c'est la meilleure scène que j'ai vue. Eh, j'ai 24 ans, j'en ai vu des films, des masterclass indestructibles, Avengers, Black Panther, des masterclass, là, des trucs de fou, des TED et tout, là, des vrais films incroyables, incroyables. Mais ce film, mais cette scène-là, elle m'a mis des frissons. Mais Des qu'est-ce que tu veux frissons. revoir dans cette scène? L'intensité, la manière dont, la manière dont cette scène est filmée, ces différents points de vue. En fait, c'est un voyage que tu fais à tellement de niveaux, au niveau visuel, au niveau spirituel. Et franchement, je suis désolé, hein, sur l'aspect sonore, c'est une scène à voir obligatoirement en C'est IMAX. obligatoire. Parce que franchement, en la regardant en IMAX, vous allez comprendre les influences derrière cette scène. Et si, Vous et allez les gars, et vraiment si vous le regardez, et immerger déjà, et dans cette aussi, scène. et aussi, les gars, je veux le préciser, si vous n'avez pas la chance, malheureusement, de pas pouvoir le regarder en truc et de ça, au cinéma, ou ce genre de choses, regardez-le sur tablette, truc et de ça, mais avec un casque. C'est trop important. Parce que il faut que vous ayez une vision spatiale, une vision 360. Sinon, ça n'a aucun intérêt. La scène, elle pue la merde. On se dit, enfin, la scène pue pas la merde, mais vous aurez pas les mêmes sensations que nous, on a ressenties. La scène ne pue pas la merde. Oui. Mais sinon, c'est nul. Vous n'allez pas avoir le vrai truc. Parce que vous allez vous dire, mais on abuse, on est des acteurs. Mais non, les gars, on n'est pas des acteurs. Tout ce qu'on dit, c'est real. C'est vrai. On est dans le vrai, nous. On n'est pas des fakes. Pourquoi No Pourquoi fake. je m'appelle No Fake Pourquoi je m'appelle No No fake. Fake Parce que No ici, c'est fake. que du vrai. Ici, c'est réel. Voilà, je vous le dis, les gars. Voilà. C'était Non, mais en voilà, vrai- un petit côté sérieux, là. Mais clairement, Petit pétage moi, de plomb. franchement, pour moi, cette scène va emmener Steiner jusqu'à une nomination aux Oscars de la meilleure photographie. Meilleure photographie Je veux meilleur film. D'ailleurs, en parlant de nomination aux Oscars, voilà, c'est très intéressant, tu parles de meilleur film. En vrai, est-ce que pour toi, Steiner peut y prétendre? Parce que pour moi, Bien sûr. au vu de l'audace qu'a eu ce film, il peut y prétendre. Et en vrai, est-ce qu'un film d'horreur a déjà remporté cet Oscar-là? Je ne crois pas. Il faut. Ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, Je vais chercher tout de suite ça sur Google. ce serait tellement iconique. Film horreur. Oscar. Oscar. Après, avoir les non. prochains films qui vont sortir cette année. Mais Oscar. alors, il y en a qui ont été nommés. Il y a déjà eu des nommés, genre le dernier en date, je crois que c'est Get Out, un excellent Ouais, film d'ailleurs, Get si Out. elle le regarder. Le premier Exorciste, qui est d'ailleurs iconique, il y a eu Les Dents de la Mer. Il y a le silence des agneaux. Le silence des agneaux qui a été, qui est le seul film à avoir remporté le prix du meilleur film. Le silence des agneaux, les gars. D'ailleurs, je l'ai jamais vu, bah du coup, ça m'a donné envie d'aller le regarder. Non, franchement. Pour moi, je pense que en vrai, la vérité, Signers a tous les critères qu'il faut. Maintenant, il faut qu'il soit bien poussé. Et je pense qu'en plus, un des avantages qui, je pense, va jouer à sa faveur et qui a joué en la défaveur de beaucoup de films qui auraient pu être nommés, comme Babylone, par exemple, il y a 2 ans, c'est que le film, non seulement a un bon bouche à oreille comme l'avait Babylone, mais en plus cartonne énormément au box-office, ce qui fait qu'il acquiert une visibilité. Après, je t'avoue que Hollywood a du mal à donner des Oscars à des films qui ont souvent explosé le box-office. Parce que dernièrement, moi, de ce que je me souviens, c'est que le dernier film pour moi, en tout cas, qui a vraiment eu un succès au box-office, un succès voilà, musical et compagnie, pour moi, il y a que Oppenheimer qui a eu ce privilège-là, en fait, d'avoir eu... Assez.
d'avoir Et puis pu avoir Oppenheimer, ce truc au et box-office puis et Oppenheimer, faut dire que c'était déjà Christopher Nolan qui était un réalisateur déjà implanté. exactement. Et peut-être que ça peut marcher dans le sens où Ryan Coogler l'est également, dans le sens où Ryan Mhm. Coogler, dans sa manière de travailler, a une manière de travailler très similaire à Christopher Nolan. Bah oui, non, mais ça c'est clair, c'est clair. En tout cas, Mêmes équipes, DA respectives sur chacune de ces films qui perdurent sur chacune de ces films. C'est-à-dire que quand tu regardes un film de Ryan Coogler, tu sais que ça a été un film de Ryan Coogler, comme quand tu regardes un film de Christopher Nolan. Tu sais que c'est un film de Christopher Nolan. Loin de moi l'idée de les comparer, mais en termes de technique de travail, on peut y voir certaines similitudes si on va plus exactement. loin que Voilà, l'aspect visuel. c'est très très technique. Voilà, Bien sûr. ils Ça, sont c'est un très dans le encore détail. plus. Et Oui. puis ils aiment beaucoup les films, voilà, consistants, voilà, avec beaucoup Oui. de dialogue, ce Bien genre sûr. de choses. Voilà, et c'est très important. Et surtout, eux, Avec surtout la bande sonore, une l'imagerie pour eux c'est extrêmement important parce que Christopher Nolan, exactement. c'est extrêmement important pour lui l'imagerie. Voilà, En il parlant apporte une d'imagerie, un grande truc qui est très importance à ça. intéressant sur cette scène de représentation des différentes époques de la musique, c'est que justement, c'est une scène qui finalement, pardon, s'avère être la plus colorée du film. Et c'est là où je trouve intéressant, Exactement. on voit cet aspect spirituel par rapport à la musique, et on voit que justement la joie des personnages se décuple et est même exagérée pour justement montrer que en fait la musique était à cette époque-là, et il est d'ailleurs toujours pour beaucoup de communautés euh, le refuge phare finalement des communautés qui se sentent opprimées ou incomprises en fait. C'est vraiment Exactement. la bulle de confort, et une bulle qui se perdure de différentes manières, dans différents styles, et qui ont tout un message à véhiculer finalement. Et c'est ça que j'ai trouvé. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est voilà, vraiment la retranscription, en fait, de toutes les musiques, en fait, et l'influence de la communauté afro-américaine dans ces musiques-là. Bien sûr. C'est vraiment incroyable, en fait, de se dire que, voilà, dans tous les styles, vraiment de musique et de ça, en fait, on peut potentiellement y retrouver le blues, en fait, comme influence. Oui, parce que finalement, tout style de musique a un lien avec la communauté noire, et c'est même représentatif de ce qu'est la musique aujourd'hui, dans le sens où l'électro vient de la communauté noire, la country vient de la communauté noire. En fait, Exactement. tous les styles, même les Une partie du rock, hein, je crois aussi, parce une qu'avec les partie du guitares rock électriques et aussi. compagnie, En fait, parce qu'on tous les on voit un ont- moment, oui, tous les styles ont un lien avec la communauté noire, et surtout, ça montre que ces moments de joie ont été créés dans des moments de tristesse, en fait, et que c'est dans les moments de tristesse qu'on puise la joie. Et c'est ça qui est très fort exactement, au niveau de la symbolique. Et c'est un peu ce qui exactement, se passe au vu de la tournure de la fin du film, notamment parce que le film a forcément, comme tout film d'horreur, une fin tragique. Et on voit que justement, cette fin tragique va être signe de nouveau départ pour un certain personnage, exactement. et un nouveau départ qui l'emmène vers des horizons plus radieux et plus lumineux finalement. Mais comment a-t-il pu en arriver là? C'est justement en puisant sa force dans ces moments de tristesse, dans ces moments tragiques, dans ces moments qui ont pu le blesser, ces moments qui ont pu le choquer. Et en fait, c'est là où je trouve que franchement, moi, si je vous conseille, si je peux vous donner un conseil, allez voir le film en vous renseignant d'abord sur la l'histoire de la musique au sein de la communauté noire, et plus particulièrement les légendes du Mississippi, dans le sens où c'est un film au niveau de lecture tellement vaste en fait. Exactement. Voilà, pour ceux qui sont encore sur le live, n'hésitez pas à parler. Oui, n'hésitez pas à réagir. euh, et n'hésitez pas à C'est vrai réagir que aussi. entre No Fake et moi. Et d'ailleurs, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à dire aussi ce que vous en avez pensé. Ça nous Exactement. intéresse. Nous, c'est intéressant. Ça nous intéresse fortement. Ça nous Ouais. intéresse fortement. Et d'ailleurs, je trouve que c'est là où justement le vrai climax du film se déroule dans ce moment-là, cette fameuse scène, parce qu'en fait, C'est au milieu du finalement, film, ouais, clairement. c'est un peu le carrefour entre tous ces niveaux de lecture, en fait. Que Exactement. finalement, on a un peu l'arrivée de l'apogée de la joie qui se trouve dans le film, mais également le départ de ce qui va En découlé, ouais. de ce qui va déclencher toute l'horreur du film. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est un peu comme ça que Non, mais bien sûr, c'est vraiment la scène de déclenchement. C'est vraiment celle c'est un qui peu comme le déclenche graphique tout. en fait. Le film atteint un pic de joie,
Puis finalement, après la fête, la dépression, et la dépression se traduit par l'horreur qui en découle, ouais. que déclenche cette musique après, Et un peu d'ailleurs, moi comme aussi, j'ai adoré la dernière quand t'as scène. trop fait la fête et après que Ouais. et lorsque t'as trop fait la fête et que tu ressors chez toi, ben en ayant peut-être la gueule de bois, en ayant mal à la tête parce que ben en ayant fait trop d'excès de joie, ben tu t'es retrouvé dans des états dans lesquels tu pensais pas te retrouver. Ben le Non, bien personnage c'est sûr, un bien peu sûr. pareil où Après, ben oh, il a tellement élevé sa voix haut qu'au final ben il a fini par réveiller les démons face auxquels les démons et du coup à transgresser les avertissements que son père lui avait donnés, un peu comme lorsque tu vas en soirée et que tes parents te disent ouais tu vas en soirée mais ne bois pas trop, fais son prêtre. attention avec qui tu D'ailleurs, vas oui, faire. petite précision, son père qui est prêtre dans le film. Voilà. Oui, Aussi, son voilà. père qui est... Et c'est là où justement ben l'attrait religieux du film est très intéressant dans le sens où Exactement. c'est là qu'il prend son sens en fait finalement. Exactement. Et d'ailleurs, moi, j'ai bien aimé aussi le. Bon, après, c'est une scène vraiment qui a pas grand chose d'autre à voir. C'est après une scène un peu à part, mais moi, voilà, moi, j'ai aimé aussi le côté un petit peu, voilà. Il y a eu une scène vraiment typiquement, voilà, faite pour Michael B. Jordan à la fin où en fait, il se trouve en fait que la personne qui lui a vendu le ranch pour faire la fête, c'est des personnes en fait qui sont d'anciennes personnes du Ku Klux Klan en fait. On se rend compte qui veulent directement en fait ils le disent ouais ah c'est bien de bon matin pour de vouloir assassiner des voilà entre guillemets des N-word et du coup c'est moi j'ai trouvé ça voilà moi j'ai trouvé que la scène était lourde moi j'ai aimé le côté un peu flow avec Michael B. Jordan qui vient qui découpe avec une Thompson voilà c'est une scène d'action voilà comme on Oui. aime c'est simple c'est efficace mais on adore ça Un peu le voilà moi côté je fan service du film. On voulait c'est un voir Michael B. peu Jordan. exactement, c'est le côté fan service du film. Ça, pour le coup, c'est Ouais. vraiment le côté fan service du film, mais ça n'a pas duré tout le film. C'est une petite scène en aparté, mais on adore. Voilà, on adore. Après, même, je le C'est vois même plus efficace. dans un film comme un film d'auteur, dans son interprétation, dans le sens où, certes, le film t'est vendu comme un film d'horreur, d'action, mais c'est pas forcément la volonté qu'il a derrière, en fait. Parce qu'au final, il s'attaque à quelque chose qui est très peu vu à Hollywood. L'histoire des Noirs, certes, qu'on a déjà vu, mais d'un œil plutôt religieux, qui est quand même assez inédit, même si, bon, on sait que les films d'horreur traitent souvent de la religion, mais là, c'est Exactement, beaucoup. traité d'un point de vue très rarement vu, et notamment de légendes qui est très peu connue, parce qu'aujourd'hui, si on va même encore plus loin, les légendes qui sont évoquées dans le film sont des légendes qui un peu alimentent aujourd'hui ce qu'on retrouve un peu dans le monde de la musique. Quand on dit que, par exemple, les personnes qui ont un don et qui réussissent ont fait un pacte avec le diable pour pouvoir réussir dans la musique, c'est des entre guillemets rumeurs et croyances qui viennent de là en fait finalement. Exactement. Je suis pas là pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, je suis pas dans ces trucs-là, ces théories-là. Voilà, c'est Mais ça. voilà, c'est pour vous montrer que en fait, en fait, le film découle vraiment de l'histoire de la musique de manière générale et surtout de l'histoire de la musique noire qui est en fait l'histoire de la musique mondiale finalement. Parce que dans chaque musique mondiale, en fait, dans chaque musique, peu importe le style, finalement, tu retrouves toujours un aspect de la musique noire en fait finalement. Non, mais ça, c'est sûr, c'est sûr. Et franchement, ouais, c'est ça en fait. T'as tout dit. Je t'avoue que là, j'ai pas forcément d'autres choses à dire, à développer. En tout cas, voilà, le sujet était très intéressant. Et voilà, juste pour finir le live, parce que voilà, je pense qu'on va bientôt Oui. finir le live. Voilà, pour toi, tu donnerais quelle note à ce film? Alors Voilà. honnêtement, comme tu dis, la perfection n'existe pas. Je pense que je lui donnerais entre un 8,5 et un 9 quand même. Moi, pour moi, Pour c'est son pareil. J'aurais donné cette note-là parce que Voilà. voilà, le film n'est pas parfait. Un 10, Le c'est film peut-être un peu a, trop. Et puis, à voir aussi comment le film vieillit. c'est ça. Maintenant, film de l'année, pour le moment, on peut le mettre dans les meilleurs de l'année, à voir ce que le reste de Voilà. 2025 a Après, proposé. voilà, on se mouille pas de ouf, on se mouille pas de ouf en Oui, disant que c'est le meilleur film de l'année pour l'instant, parce oui. que on va pas se mentir, Mais cette année, ça, c'est quelque chose aussi qui euh, fait, dans le sens où beaucoup même pensent que Michael B. Jordan peut prétendre déjà un Oscar du meilleur acteur. Je suis en mode, certes, c'est le meilleur rôle de Michael B. Jordan, mais Michael B. Jordan est dans une étape de démocratisation alors, et je pense qu'il est quand même un peu tôt pour lui attribuer cet Oscar-là, même s'il a fait des efforts et même si on sent que c'est un rôle sur lequel il s'est dépassé, je pense qu'il a encore un peu tôt pour lui attribuer ce rôle. Et
Pour On moi, attend de voir pour ce moi, 2027. pour moi, il n'est pas éligible à ça. Pour moi, très clairement, il n'est pas éligible à ça. Pour moi, le film est éligible à être meilleur film de l'année, mais pour moi, il est Oui. pas. Michael B. Jordan n'est pas éligible, Alors, nommé, à voir ce que le même en reste de nomination. 2027 nous Même en propose. nomination. Maintenant, lauréat de l'Oscar du meilleur acteur, pas pour ce rôle-là. Pour le moment, Pour moi, je non. pense qu'on est plus sur un rôle de transition en ce qui concerne la carrière de Michael B. Exactement. Jordan. Michael B. Jordan Exactement. commence à se démocratiser dans de nouveaux rôles, même s'il en a fait plein, mais au niveau grand public, c'est vrai que c'est un rôle dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir. Mais je pense que dans cette lignée, en continuant sur cette lancée, Michael B. Jordan nous décrochera cet Oscar-là dans différents rôles et plutôt dans les années à venir en fonction du film qu'il choisira. Exactement. En fonction des films dans lesquels il choisira de jouer. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, c'est normal. On parle Exactement, beaucoup. ouais, c'est pour ça on est un peu fatigué. En tout Ouais. cas, voilà, voilà, moi je lui donnerai pas pour l'instant le truc de meilleur acteur parce que pour moi c'est trop tôt encore, comme tu l'as dit, C'est c'est trop trop tôt. tôt. C'est trop Donc tôt. voilà. Bon Si bah ça fait longtemps, merci. Hein c'est pas le rôle dans lequel Ouais. je pense qu'il décrochera, mais c'est sûr que en tout cas, dans d'autres cérémonies, il pourra décrocher des prix similaires. Ça, c'est sûr. En tout cas, bah ça c'est évident, c'est évident. Oui. Bah écoute, Stéphane, ça a été Yes. un live voilà assez long. Hein. On n'a pas fait une seule pause. On a fait 1h17 de live. Ouais. Franchement. Clairement. Franchement, on a débité, et franchement, il y On avait avait des choses tellement à de dire choses sur à ce faire. film-là. Et on pouvait pas faire une vidéo parce qu'on avait trop de choses à dire. Fallait qu'on fasse un Il y avait débrief. C'était trop de obligé. choses à dire, il y avait trop de Et en choses à tout dire. Et cas, s'il faut faire un truc, il ouais, faudrait faire des cuts et compagnie. vraiment. Voilà, ce Mais en serait tout compliqué. cas, on vous remercie de nous avoir suivis, Exactement, viewers qui étaient présents. La rediffusion arrive incessamment sous peu. exactement. Sur Il y a la chaîne d'ailleurs de Click and Culture, sur la chaîne de Click and Culture, sur la n'hésitez sur ma pas. chaîne YouTube, de même pour mon PNC autour de l'album de Bad Bunny, donc l'album Debitera Mass Photo que j'ai fait avec Exactement. Daniela. La rediff du live est en cours de préparation et arrivera très prochainement aussi sur ma chaîne YouTube. Exactement. Et d'ici là, prenez soin de vous et on vous donne rendez-vous pour de nouveaux PNT. Exactement. Et on va vous bombarder de TikTok, les gars, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses Qu'est-ce que vous que tu as fait devez. là, No- Hein Qu'est-ce que tu as fait là, No Fake? Bref, Je sais pas. on oublie. Mais Et en la tout cas, fatigue, merci frère. de nous avoir suivis. Pour ceux qui vont dormir, passez une très bonne nuit parce que demain, Exactement. c'est soit l'école, Pour soit le ceux- travail. Même si certains sont en vacances, d'ailleurs, ceux qui sont en vacances, profitez bien de vos vacances. Et puis, Et pour ceux qui vont regarder ça, qui vont regarder la rediff un matin, un midi, pendant le soir, aux toilettes, dans leur lit, voilà, profitez de votre moment, Vous profitez voulez. de votre journée, Et profitez de votre le soirée, mot les de gars. et le mot de la fin, la seule chose qu'on peut dire, allez voir Signers. Allez voir. Exactement. Allez le voir, parce Foncez au que GC de ce votre film-là, coin, au pâté de votre coin, mais allez le voir. Allez parce que voir. ce C'est film-là tout. est à voir, c'est un des films événements de cette année 2025. Clairement. Voilà. Allez le voir. Et on se reverra. Et d'ailleurs, j'annonce déjà d'ores et déjà que nous retrouverons, Stéphane, pour débriefer le film Thunderbolt. Parce que Et faudra. effectivement, Thunderbolt, donc grosse sortie de cette année, surtout grosse prochaine sortie de Marvel. Franchement, plus le temps avance, plus j'ai hâte de voir ce film. Exactement. Non, mais- Et on le débriefera une semaine après la sortie du film, comme on l'a fait pour ce film-là qui est Signers. Donc, n'hésitez pas à venir. Et surtout que c'est le film dans lequel on va retrouver Yelena. C'est le film dans lequel on va retrouver Bucky, mon goat. Bucky, mon gars sûr. Exactement. Notre Non, goat à franchement, tous. Notre goat, franchement. Exactement, Mais bref, exactement. on va dire ça pour un prochain live. En tout cas, on va rester sur Signers. Et la seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous le recommande. Et allez le voir. Allez le voir. Allez le voir, les Allez le gars. voir. Très On n'a pas important. beaucoup de choses à rajouter. Allez le voir. Vous pouvez regarder en détail ce que on se dit dans le live. Mais allez le voir. Surtout, allez le voir. C'est ce que je veux dire. Voilà, allez le voir, les gars. Et tchuss, les gars. Tchuss. Tchuss.